Et place à la pub. Mercedes Serra, vous êtes présidente, on le disait, fondatrice de BETC. Vous avez un parcours incroyable. On vous présente souvent comme la papesse de la publicité. On vous doit des campagnes qui ont marqué les esprits, comme Air France, Evian, Danone. Ce sont celles qu'on cite le plus souvent, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Aussi, bien sûr. Avec le Covid, le marché publicitaire a été lourdement touché. Il a perdu plus de 7 milliards en 2020. Ça redémarre. Quel sentiment vous avez justement sur ce redémarrage du marché publicitaire? Ça redémarre doucement ou là, c'est reparti? Alors ça, là, en ce moment, c'est beaucoup plus favorable. Après, quand on regarde depuis le début de l'année, on peut dire que ça a démarré relativement doucement. Et si on compare aux autres services, ça ne va pas aussi vite que les services. Donc, ça a démarré lentement. En fait, c'est un marché qui a été durement touché. Il y a vraiment eu des entreprises qui s'en sortaient plus. Évidemment, toutes les entreprises de l'événementiel, vous vous en doutez. Mais globalement, c'est un marché qui est un marché difficile. Donc c'est resté quand même l'idée que quand il y a une crise, un des premiers budgets qui va être impacté quand on doit réduire la voilure, c'est le marché publicitaire. Oui, et surtout, la France est en retard sur la publicité. C'est-à-dire que la vision française de la pub n'est pas très moderne. Il y a des questionnements de la non-compréhension. Les clients qui sont des clients puissants, internationaux, en général, ils n'arrêtent pas. Ouais. Ils continuent. Au contraire, on voit très très bien que les entreprises qui ont communiqué au moment du Covid ont gagné énormément en part de marché. Et ils comprennent que c'est justement des périodes durant lesquelles il faut ce sont des périodes sur lesquelles... Mais la position de la France ou la culture française, qui n'est pas une culture extraordinairement économique, on va dire, elle est encore moins publicitaire et elle ne comprend pas que quand on a de la foi dans ces produits, on communique. Alors là, on a une légère reprise du marché, vous le disiez, mais on s'aperçoit que les canaux traditionnels continuent de souffrir, érosion donc des investissements dans les médias historiques, et c'est le digital qui vraiment, là, a l'impression d'amortir le choc, tire la tendance. Alors, en communication, c'est plus complexe que ça. Le digital, il a un rôle clé, puisqu'il y a... En fait, quand on dit digital, on dit tout et n'importe quoi, puisque le digital, c'est aussi de nouveaux canaux de distribution. Donc, c'est pas de la pub, c'est le canaux de distribution. C'est votre magasin qui s'est transformé en magasin digital. Donc, il y a un service qui est apporté par le digital qui a été accéléré, bien évidemment, par la crise, puisque des gens ont été obligés de passer par le digital, donc ont appris le digital. Donc ça, la digitalisation de la plupart des entreprises, elle est restée, en tout cas, elle a été poussée de façon remarquable par le Covid. En communication, c'est un peu plus compliqué et on en revient. C'est-à-dire que c'est comment on fait une belle marque, comment on atteint tout le monde, c'est quoi d'avoir un regard positif sur la communication que l'on envoie. C'est pas toujours dans les canaux de digital. On s'aperçoit que la télévision résiste très bien, mais très grands clients de la grande consommation continuent à utiliser fortement la télévision. Et l'analyse du retour sur investissement est plus forte encore qu'en digital. Donc je pense qu'il y a des rôles différents et qu'il faut comprendre les rôles de chacun. Mais vous allez très vite comprendre quand vous êtes en train d'être sur vous êtes en train de chercher des informations, etc. Le truc qui intervient dans n'importe quel sens, parfois ça vous agace. Mais en gros, il ne faut pas agacer les gens dans le métier. Il vaut mieux les avoir avec soi, les prévenir quand on fait de la publicité, qu'ils acceptent la notion de publicité et qu'ils regardent, parce que le regard est une chose très importante. Et je crois qu'on va aller peu à peu vers une époque où peut-être qu'au lieu d'assommer et d'essayer d'envoyer partout du bruit, il faut du bruit qualitatif. Moi, je crois que les marques, c'est du bruit qualitatif. Et comment est-ce qu'on cible justement le qualitatif et la bonne personne? Parce que quand on est au fond à la télé, on a des grands-messes, on sait qu'on a le spot de pub qui passe avant le 20h le dimanche sur les grandes chaînes nationales, que ce soit TF1 ou France Télé, on aura un peu d'impact, on sait à peu près qui regarde. Comment ça se passe avec les plateformes où par définition c'est à la commande, c'est à la demande, et donc comment est-ce qu'on arrive à adresser intelligemment la bonne cible? D'abord, on a changé de point de vue là-dessus. C'est-à-dire, on a commencé à dire on va pouvoir cibler, c'est extraordinaire, je vais vous envoyer quelque chose de très précis, Benjamin, vous allez bouger.
Et finalement, pour construire des marques, il y a beaucoup plus de choses qui rassemblent les gens qui les différencient. Vous avez beaucoup de data qui n'ont aucun intérêt pour les marques. Alors, vous voulez parler de la qualité de votre thé ou la qualité de votre fromage à l'ensemble de la population. Et c'est très compliqué de devenir extrêmement précis. Donc, vous êtes précis. Sur certains marchés, par exemple, vous êtes intéressé par les gens qui changent leur voiture. Parce que vous pouvez, à ce moment-là, leur adresser des communications voiture. Mais vous avez besoin, en fait, des deux choses. Vous avez besoin de quelque chose qui a une grande couverture, qui va créer la marque. La marque, elle n'est pas individuelle. Hein. La marque, il faut qu'elle soit reconnue de plein de gens pour qu'elle soit une marque. Et parfois, vous rentrez dans du marketing de précision, ce que fait très bien le digital, ou ce qu'on peut faire aussi à la télé selon les émissions. Oui, parce que si on regarde quand même le digital, il y a eu quand même des rachats. L'ancien patron de WPP qui a racheté l'agence de publicité Darwin. Voilà, tout ça, on se dit, bon, bah, ça va peut-être créer des grosses agences digitales ou ça pas? crée pas c'est pas ça, c'est qu'il y a des métiers. Donc, il y a des métiers. Le métier de la communication, c'est un métier très précis. Donc, il y a des gens qui rachètent des agences de communication. Martin Sorel, hein, à qui je faisais... Martin Sorel, il a acheté du data. Donc, le data, ça continue à intéresser des tas de gens. Publicis aussi a acheté beaucoup de data. Donc, le data, nous aussi, ça nous intéresse, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, il faut du data que vous arrivez à lire et que vous arrivez à utiliser. Et le data, par exemple, qui est très, très utile sur tout ce qui concerne les études de la santé, vous imaginez de pouvoir accéder à des millions de data, ça doit accélérer quand même la qualité des produits. Parfois, c'est pas ça qui compte. On en parlait la dernière émission, puisque Amazon a lancé le Amazon Care. Justement, c'est un moyen pour eux de récupérer de la data et ensuite de pouvoir adresser de manière très qualifiée. Et il y a un événement qui est en cours, qui n'est pas encore validé, mais enfin le rapprochement entre TF1 et M6, qui peut potentiellement faire du coup une très grosse régie, donc un très gros donneur d'ordre dans le secteur. Comment est-ce que vous voyez ce rapprochement, s'il va à son terme et s'il est opéré? Quel impact ça a pour le marché publicitaire d'avoir quasi un duopole, en fait, avec d'un côté TF1 M6 et puis le groupe France Télé de l'autre? Moi, je pense qu'on a intérêt à avoir des champions. Parce qu'on a des champions en digital et qui viennent d'ailleurs et sur lesquels on n'a pas su être très brillants et résister en Europe. Et il va falloir quand même penser un peu le monde. Je ne suis pas sûre qu'on veut un monde qui soit un monde uniquement géré par Google, Amazon. Et donc, je crois qu'on a intérêt à faciliter les champions européens. Donc, d'avoir rapproché M6, France Télévisions, d'un côté M6 et TF1 de l'autre, c'est intéressant d'avoir ces gens qui sont forts. Mais cette concentration, est-ce que ça ne va pas être synonyme d'une baisse des prix, justement, pour Non, les alors annonceurs? la concentration, ça va leur donner de la force. Et en l'occurrence, moi, ça ne me fait pas une baisse de prix parce que moi, je ne gagne pas ma vie comme ça. C'est l'achat des médias. Je ne suis pas sûre que ça va amener une baisse des prix. Je pense surtout que ça va amener une force et qu'on a besoin de force par rapport... En ce moment, le sujet est en Europe et on se pose des questions sur les plateformes parce qu'ils ont travaillé de façon hors des clous par rapport aux règles. Donc, il y a quand même des enjeux très, très forts pour qu'il y ait une démocratie des médias qui est aussi une démocratie de la publicité. Sylvain Rémy, quel regard vous portez justement sur ces mouvements dans le marché publicitaire? Moi, je suis très, très éloigné de tout ça. Je suis heureux, finalement, comme le dit Mercedes, qu'on ait un champion français et qu'à notre niveau, on arrive à avoir des maisons comme TF1 et M6 qui se rapprochent. C'était une évidence. Et il y a quelques années, on aurait voulu faire ça. C'était absolument impossible. Le régulateur l'interdisait absolument. Aujourd'hui, c'est nécessaire, plus que souhaitable. Il faut continuer à le faire. Donc, c'est une excellente nouvelle. Il faut continuer à le faire dans d'autres domaines aussi. Il faut qu'en France, en Europe, disons, parce qu'il faut plus parler d'Europe que de France, il faut qu'on arrive à se regrouper pour faire face aux deux autres grands blocs qui sont la Chine et les États-Unis. Il faut absolument qu'on se regroupe. Et alors, du coup, consolidation, concentration aussi dans le marché de la communication? Marché de la communication, il faut un niveau de taille, mais ce n'est pas un marché très concentré. Hein.
En tant que présidente de la filière, j'ai beaucoup de petites structures. Pourquoi ? Parce que ça reste un métier d'artisan. Donc même quand on est dans une agence comme la mienne, moi, j'ai plein d'artisans avec moi, quoi. Mais ça reste des artisans. Et c'est quand même... en fait, il faut toujours du talent pour faire de la communication. Ce n'est pas une question de data, c'est une question d'idées. Sinon, vous n'avez rien à dire. Bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc il y a vraiment une place encore pour des petites agences ? Il y a une place. En fait, les petites agences, on a un besoin dans nos métiers de beaucoup de métiers. C'est-à-dire, il y a du métier de l'intelligence stratégique. Vous pouvez pas. Personne, en fait, ne sait comment marche une agence. Mais globalement, si vous comprenez pas le business, si vous comprenez pas les gens, vous avez du mal. Donc, il faut une taille minimum pour pouvoir avoir cela. Mais c'est encore possible, oui. Le talent, c'est notre métier, c'est du talent. On va poursuivre avec Sylvain Aurébi. Donc, vous présidez le groupe Orientis, les marques Kousmiti, Love Organic, que vous avez fondé avec votre frère en 2001, si je ne me trompe pas. Vous aviez racheté à l'époque le plus vieil importateur et distributeur de café du Havre, et vous voilà à vendre du thé. Donc, vous êtes un peu tombé dans la théière, comment ça, par hasard ? Pas du tout par hasard, parce qu'en fait, mon père, avant nous, faisait déjà du négoce de matières premières, et du cacao, du café, et puis donc du cacao au café, puis au thé, il n'y a qu'un pas. On est les rois du petit déjeuner, finalement. Et c'est comme ça qu'on a changé de métier petit à petit. Avant, on était négociant, c'est-à-dire qu'on dealait, on vendait des cargaisons, des bateaux entiers. Et puis aujourd'hui, on vend le produit fini dans nos propres boutiques et chez d'autres distributeurs. Le marché du thé a beaucoup augmenté en France depuis 20 ans, parce qu'on est à 2 Français sur 3 qui consomment du thé, on était à 1 sur 2 il y a une petite quinzaine d'années. Comment vous l'expliquez ? D'où vient d'abord cet engouement ? Et puis est-ce que c'est une tendance qu'on observe ailleurs qu'en France, en Europe ? Et après dans le monde, alors il y a des pays qui sont très consommateurs culturellement de thé, évidemment, mais est-ce qu'il y a quelles sont les marges de progression encore, peut-être sur le continent européen et puis ailleurs ? Alors le marché du thé augmente assez lentement finalement, mais il est dual ce marché du thé. Il y a le marché du thé mass market qui est en décroissance plutôt, et il y a le marché des thés premium qui est lui en forte croissance pour le coup, et on s'y retrouve nous et certains autres. Il s'est passé la même chose dans le café il y a 20 ans. Tout le monde buvait du café acheté au supermarché, café en poudre, disait-on à l'époque, et puis on mettait ça dans une vieille chaussette et on faisait son café filtre. Et puis est arrivé Nespresso, et ça a complètement révolutionné. On est allé à un café premium bien meilleur, avec Nespresso, Illy, Lavazza, tout un tas de marques qui ont fait un café beaucoup plus cher, mais bien meilleur, avec des origines particulières, des mélanges très, très élaborés. Et c'est la même chose dans le thé, avec un peu de retard. Et le thé a pris cette premiumisation, pardon pour le mot affreux. Et donc le marché du thé premium grandit, continue à grandir en Europe particulièrement. Et est-ce que la pandémie a eu un impact sur le marché du thé, sur les thés premium ou pas ? Alors la pandémie a eu un impact pour toutes les marques qui avaient des magasins et qui ont dû les fermer. C'est-à-dire que nous, l'année dernière, le 16 mars, on nous a dit tu fermes tes boutiques. On a fermé nos 85 boutiques du jour au lendemain, donc ça a eu un effet tout à fait. Mais vous êtes renouvelé parce que les habitudes d'achat ont changé. Alors on s'est renouvelé. Alors, évidemment, on était prêt sur Internet, nous, donc on était assez digitalisé. Donc on a récupéré un peu de chiffres sur Internet, mais bien moins évidemment que ce qu'on avait perdu. Et puis on est allé chercher le consommateur là où il était. Mais enfin, ça a été quand même extrêmement compliqué. Cette période où on a été fermé à plusieurs reprises. Et on a été fermé en novembre à nouveau, et puis on a été refermé dans les centres commerciaux de février à mai dernier. Tout ça, c'est compliqué parce que vous êtes fermé, il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais vous devez quand même payer vos loyers. Parce que le bailleur, lui, il veut son loyer, il se fiche pas mal de savoir si vous avez fait du chiffre d'affaires ou pas. C'était un peu compliqué d'ailleurs. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux. Et ce qui explique aussi que le marché publicitaire a réduit, mais pas uniquement le marché publicitaire, parce que moi, quand j'ai plus de chiffre d'affaires, il faut bien que je réduise mes dépenses, mes charges. Alors les charges, c'était tout. On dépensait beaucoup d'argent en marketing, en publicité, en communication digitale et autres. Puis un beau matin, on a regardé l'affaire, on a dit, mais on ne peut plus dépenser si ça ne rapporte pas. Et donc on a changé d'une communication qui devait retomber en pluie fine sur un chiffre d'affaires global à une communication beaucoup plus ciblée, beaucoup plus héroïste. On est allé chercher du rendement. Et donc chaque fois qu'on investit 1 euro, il faut vraiment que ça rapporte
plus que 7 euros. Alors qu'avant, on investissait quelques euros en se disant ça retombera bien un jour ou l'autre. Et c'est la vraie différence est là. Et toutes nos dépenses ont baissé, pas uniquement en communication, toutes nos dépenses ont été réduites du fait de cette pandémie. Votre réaction sur ce point-là? Bien sûr, ceux qui globalement avaient des boutiques totalement fermées, il y a un moment, en fait, ça fait vendre la com. Donc, vous êtes un peu effrayé quand vous mettez de la com et qu'il n'y a pas l'endroit pour aller acheter. En revanche, il y avait quand même beaucoup de gens ouverts, et en particulier toute la grande consommation. Là, il y a eu des choix, ça a été des choix stratégiques. Il y a eu des gens pour continuer. Je ne sais pas, des Ferrero vous ont accompagné sans arrêt et jamais il y a eu autant de réussite, quoi. Donc tout le monde a été touché et c'est évident que les magasins qui ne pouvaient pas délivrer, ils arrêtaient. Et est-ce que les clients qui, du coup, ont acheté en ligne pendant la pandémie, est-ce que le comportement de consommation est revenu au physique, traditionnel, en boutique, dans les magasins, ou est-ce qu'au fond, on se dit, on a l'expérience chez nous, alors l'expérientiel dans le magasin, c'est bien, mais bon, c'est quand même pas désagréable de se faire livrer, parce qu'on peut se faire livrer un peu à n'importe quelle heure de la journée, et puis quand on bosse et qu'on a des enfants et que c'est compliqué, voilà, toute ressemblance, évidemment, serait purement fortuite. Enfin, c'est quand même pas... Est-ce que ça a changé durablement? Alors, je ne pense pas que ça ait changé durablement. C'est-à-dire que les gens qui étaient habitués à leur magasin sont retournés pour la plupart dans leur magasin, mais on a beaucoup plus de profils mixtes. C'est des gens qui ne peuvent pas aller au magasin et qui se disent je vais acheter en ligne. Alors qu'avant, ils avaient de la difficulté à venir en ligne. On a vu des gens, pendant la pandémie, pendant les confinements, qui n'avaient jamais acheté un truc en ligne chez nous et qui sont venus acheter. Et donc, ils ont appris. On les a aidés, on leur a fait des propositions, on leur a montré des nouveaux produits et autres, on les a aidés. Mais ils sont quand même revenus principalement en boutique parce que, d'abord en boutique, vous sentez votre thé, vous pouvez le goûter. Il y a une autre histoire qu'on raconte. En fait, il y a un enjeu, je pense, c'est que ça va s'accentuer, c'est-à-dire que le magasin va révéler un certain type d'expérience et de plaisir et d'échange. Parler à un être humain, un truc incroyable. Mais en revanche, le monde s'est un peu digitalisé aussi. Mais est-ce que le digital, justement, ça permet aussi de revoir l'expérience client? Du coup, vous avez peut-être plus d'informations sur vos clients et vous pouvez les coucouner encore plus quand ils arrivent en boutique. Bien entendu. Alors, il se trouve que nous, on avait remodelé notre site internet en février de l'année dernière. Donc, il venait à terme fin février de l'année dernière. Donc, on a démarré la pandémie avec un tout nouveau site managé par Salesforce où justement l'expérience client est maîtresse. Et on est passé d'une marque qui était concentrée sur le produit à une marque qui est concentrée sur le client. Grâce à Salesforce et grâce à ces outils de CRM, on a pu s'adresser au client beaucoup plus facilement en sachant ce qu'il achetait habituellement, ce qui pouvait lui plaire. Et donc, on a été beaucoup plus finement là-dessus. Et donc, tout ce travail digital, il a été remarquable. Et l'expérience du client, elle est nettement meilleure aujourd'hui. Et on a eu quand même quelques mois pendant lesquels il n'y avait que ça qui fonctionnait véritablement. Et il a fallu qu'on s'adapte à ça. Il se trouve que notre outil était prêt, nos équipes étaient prêtes. On a très bien fait ça et on récolte les fruits aujourd'hui parce que ça se poursuit aujourd'hui. Et cette expérience client, on peut la décliner maintenant dans les boutiques en connaissant le client. Et quand un client rentre dans notre boutique, on sait à peu près ce qui va lui plaire. Donc c'est un vrai plus pour nous. On va passer de la boutique au monde parce qu'il y a eu aussi un ralentissement évidemment du commerce mondial et l'internationalisation des échanges. Les feuilles de thé, elles sont produites évidemment à l'étranger. Est-ce que ça a eu un impact pour vous en termes de livraison? Parce que à la limite, les boutiques étaient fermées, mais pour vendre en ligne, encore faut-il pouvoir produire le thé. Et l'usine, j'imagine, était restée ouverte avec les distanciations, etc. Toute la logistique que ça implique. Ouais. Comment vous avez géré justement ce goulot d'étranglement qui a été le fait que l'économie mondiale s'est arrêtée quand même pendant de nombreux mois? Alors, on n'a pas eu de problème, paradoxalement, à cette époque. D'abord parce que beaucoup d'étés arrivent en Europe. En amont, et donc les thés sont stockés en Allemagne, qui est le gros pays à Hambourg, où tout l'été arrive, et c'est là qu'on va se fournir directement à Hambourg. On fait acheter des thés par nos fournisseurs allemands en Chine ou en Inde, c'est eux qui les ramènent ici. Et donc on a commencé en mars dernier avec beaucoup de thé en Europe. Donc on a pu se fournir tout le temps. Mais ce que vous dites est vrai, c'est que le fait d'avoir nos propres entrepôts en France, nous on produit au Havre, d'avoir nos propres entrepôts avec nos propres salariés, avec notre propre logistique, nous a permis de livrer les clients très vite, tout à fait parfaitement, alors qu'on a beaucoup de gens qui étaient incapables. Les entrepôts n'arrivaient pas à ouvrir. Et nous, on a véritablement géré ça parfaitement. Paradoxalement, on a beaucoup plus de problèmes avec les transports aujourd'hui
parce que l'économie a redémarré, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de conteneurs, les prix des conteneurs ont été multipliés par 5 ou 6. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour nous aujourd'hui de se fournir en thé ou en d'autres matières qu'à l'époque de la pandémie où tout était un peu ralenti finalement. Et on parlera bien sûr de votre choix de relocaliser votre production dans vos activités, pas forcément la production, mais vos activités, du moins la production des boîtes de thé. Oui, absolument. Voilà, dans la deuxième partie, dans Next Step. Justement, on se tourne vers l'avenir avec Next Step. On va voir comment, dans ces secteurs en pleine mutation, nos invités envisagent le futur.